Le miroir ne ment pas, mais il ne dit pas toujours la vérité. Il te renvoie une image, un visage que tu connais, des traits que tu as appris à appeler « moi ». Mais ce que le miroir ne montre pas, c'est le regard qui se superpose au tien. Un regard qui n'est pas le tien, le sien. Tu te prépares le matin, et ce n'est pas seulement une question de choisir une couleur ou une coupe. C'est une négociation silencieuse. Est-ce que ce vêtement le ferait sourire ? Est-ce que cette coiffure attirerait son attention ou au contraire, est-ce qu'il la trouverait trop audacieuse, trop simple, pas assez, quelque chose ? Tu parles dans une réunion et une partie de ton esprit n'est pas sur tes arguments, mais sur la manière dont il les recevrait. Serait-il assez intelligent, assez percutant, ou juste du bruit de fond ? Tu vis dans un tribunal invisible, et il en est le juge unique, omniprésent et silencieux. Son approbation est l'acquittement que tu cherches, son silence est une condamnation. Tu as cessé de te demander si ce que tu fais est juste pour toi. La seule question qui reste est « est-ce que ce sera assez pour lui ?» Tu ne te cherches plus en toi, tu te cherches dans ses yeux. Et ce n'est pas une simple habitude, c'est une architecture, une manière d'être au monde qui s'est construite brique par brique, silence après silence. Son regard est devenu la mesure de ta valeur, le baromètre de ta journée, la définition de ton identité. S'il te regarde avec chaleur, tu existes. S'il détourne les yeux, tu disparais. Ce pouvoir que tu lui as donné, tu ne l'as pas donné consciemment. Il l'a pris, ou plutôt, une partie de toi le lui a offert, parce que le poids de s'approuver soi-même semblait trop lourd à porter. Cette quête de validation est devenue une seconde nature. Tu organises ta vie, tes pensées, tes émotions autour d'un centre de gravité qui se trouve à l'extérieur de toi. Tu es devenu une planète en orbite autour d'une étoile lointaine et capricieuse, et tu as oublié que tu avais ton propre noyau, ta propre chaleur. Tu as confondu sa lumière avec la tienne. Le problème, c'est que ce tribunal ne rend jamais de verdict final. Chaque approbation n'est qu'un sursis. Chaque validation est temporaire, t'obligeant à revenir le lendemain pour une nouvelle audience, un nouveau test. C'est un travail à plein temps, épuisant, et sans aucune sécurité de l'emploi. Tu es l'avocate, l'accusée et la greffière, mais jamais la juge. Ce rôle, il le garde. Pourtant, un jour, quelque chose se fissure. Ce n'est pas une grande décision héroïque, c'est un moment de pure fatigue. La fatigue de l'actrice qui ne quitte jamais la scène. La fatigue de la traductrice qui passe sa vie à traduire ses propres besoins dans une langue qu'il pourrait peut-être comprendre. Tu te regardes dans ce même miroir, et pour la première fois, tu ne vois pas seulement la femme qu'il verrait. Tu vois la femme épuisée de jouer ce rôle. Et dans ce flash de lucidité, une question simple émerge, si silencieuse qu'elle en est assourdissante. Et si je cessais de me chercher dans ses yeux ? Cette question n'est pas une solution, c'est une porte. Une porte qui donne sur un couloir vide et inconnu. Derrière toi, la pièce familière du tribunal, bruyante de doutes et d'attentes. Devant toi, le silence. Et c'est ce silence qui fait le plus peur. Car si tu ne te cherches plus dans ses yeux, où vas-tu te trouver ? Ce n'est pas une histoire sur la façon de le reconquérir. Ce n'est même pas une histoire sur la façon de l'oublier. C'est l'histoire de la migration la plus difficile. Celle du centre de ta propre valeur, qui quitte ses yeux pour revenir, lentement, douloureusement, à l'intérieur de toi. C'est l'histoire de ce qui se passe quand tu commences à démanteler le tribunal. Et surtout, c'est l'histoire de la résistance, de la force immense avec laquelle l'ancien schéma va tenter de te ramener dans la salle d'audience, juste au moment où tu commences à goûter à la liberté. Ce regard qui te juge, ce n'est pas vraiment le sien. C'est une force bien plus ancienne à l'intérieur de toi qui a simplement trouvé en lui un visage parfait pour se manifester. Dans la psychologie des profondeurs, on appelle cela l'animus. C'est l'archétype du masculin à l'intérieur de la psyché féminine. Quand il est intégré de manière saine, il est une source de clarté, de courage, de discernement, de capacité à agir dans le monde. C'est ta logique, ta structure, ta capacité à dire non. Mais quand cet animus est négatif,
ou projeté à l'extérieur, il devient un tyran, un saboteur, un juge intérieur impitoyable qui murmure que tu n'es jamais assez. Jamais assez intelligente, jamais assez belle, jamais assez intéressante, jamais assez calme, jamais assez tout. Et ce juge intérieur adore trouver un homme extérieur sur qui se projeter. Il cherche un porte-manteau pour accrocher son costume d'autorité. Et cet homme, avec son silence, son ambivalence, son regard parfois approbateur et parfois distant, est devenu le candidat idéal. Chaque fois qu'il te donnait une miette de validation, il nourrissait l'espoir que tu pourrais enfin gagner le procès. Chaque fois qu'il se retirait, il confirmait le verdict de l'animus négatif. Tu vois, tu n'es pas à la hauteur. Ce n'est donc pas lui qui a créé le tribunal. Le tribunal était déjà là, en sommeil dans ta psyché. C'est une structure héritée, souvent de l'enfance, de la relation avec le père, ou des figures d'autorité masculine, ou simplement de la culture patriarcale qui enseigne aux femmes à mesurer leur valeur à travers le regard des hommes. Il n'a fait qu'activer le mécanisme. Il est devenu le visage de ton propre juge intérieur. Comprendre cela est la première clé. Ce n'est pas lui contre toi. C'est une partie de toi-même, déguisée en lui, qui te maintient captive. Tant que tu crois que le problème est entièrement lui, tu restes impuissante. Tu ne peux pas changer ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il fait. La seule chose sur laquelle tu as un pouvoir, c'est la relation que tu entretiens avec ton propre monde intérieur. La décision de cesser de te chercher dans ses yeux est donc une déclaration de souveraineté. C'est dire à cette partie de toi « Je ne te laisserai plus utiliser son visage pour me tourmenter. Je retire la projection. Je te vois pour ce que tu es, une vieille peur, un vieux schéma, une voix qui n'est pas la mienne. » Le début de ce processus est souvent invisible de l'extérieur. C'est un non silencieux. Le non que tu opposes à l'envie de vérifier son profil pour la 10e fois. Le non que tu opposes à l'impulsion de lui envoyer un message pour lui expliquer quelque chose qu'il n'a pas demandé. Le non que tu opposes à la tentation de raconter une histoire d'une manière qu'il mettrait en valeur. Chaque petit non est un acte de rapatriement. Tu rapatries un petit morceau de ton attention, de ton énergie. Au début, ça semble insignifiant. Mais l'énergie que tu ne dépenses plus à anticiper son jugement devient disponible pour autre chose. Pourquoi ? Au début pour rien, juste pour sentir le vide. Et ce vide est terrifiant. Parce que l'animus négatif, même s'il est douloureux, donne une structure. Il te dit quoi faire, quoi penser, comment te comporter. Il te donne un but, obtenir sa validation. Quand tu retires ce but, tu te retrouves face à une liberté angoissante. Si tu ne vis plus pour son approbation, pourquoi vis-tu ? C'est ici que beaucoup de femmes font demi-tour. Le vide est si inconfortable qu'elles préfèrent retourner à la prison familière du jugement. La douleur connue de l'attente est parfois plus facile à supporter que l'inconnu de la liberté. Si tu reconnais ce tribunal intérieur, tu peux nommer pour toi ce qui est jugé le plus sévèrement. La spontanéité, l'ambition, la vulnérabilité, le simple fait d'exister. Le nommer, même juste pour toi, est un premier pas pour reprendre le pouvoir. L'ancien schéma est un expert en survie. Il a des racines profondes dans ton système nerveux. Il est lié à des stratégies que tu as développées très tôt pour te sentir en sécurité, pour être aimé, pour ne pas être abandonné. Chercher l'approbation dans le regard de l'autre n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de survie qui a, un jour, fonctionné. Le problème, c'est qu'elle est maintenant obsolète. Elle te coûte plus qu'elle ne te rapporte. Quand tu commences à t'éloigner de ce schéma, il ne reste pas passif. Il se défend. Il va utiliser toutes les armes à sa disposition pour te ramener dans son orbite. La première arme est la peur. La peur de la solitude définitive. La voix de l'animus négatif va changer de tactique. Au lieu de dire « tu n'es pas assez bien », elle va dire « sans lui, tu n'es rien ».
Elle va peindre un tableau de ton avenir comme un désert aride. Tu vas finir seul. Personne ne te regardera plus jamais comme il l'a fait. Tu as jeté ta seule chance. Cette peur est viscérale. Elle s'ancre dans le corps, dans la gorge qui se serre, dans le ventre qui se noue. La deuxième arme est la rationalisation. Ton esprit, habitué à fonctionner sous le règne de l'animus, va se mettre à construire des arguments brillants pour justifier un retour en arrière. Peut-être que j'ai mal interprété son silence. Peut-être qu'il a juste besoin de temps. Si seulement je lui expliquais mieux, cette fois il comprendrait. Ce n'est pas si grave, après tout, toutes les relations ont des compromis. Ton intelligence se retourne contre toi, tissant une cage dorée de justification pour te garder prisonnière. La troisième arme, la plus subtile et la plus puissante, est la mémoire sélective du corps. Ton corps se souvient des moments de validation. Le high que tu ressentais quand son regard s'illuminait, la chaleur de son approbation, le soulagement immense quand il répondait enfin. Ton corps a développé une dépendance à ses pics biochimiques. En période de sevrage, il va crier pour sa dose. C'est ce qui explique cette envie irrépressible, presque physique, de le contacter, de provoquer une réaction, juste pour sentir à nouveau ce rush, même s'il est suivi d'un crash inévitable. Ton corps confond ce pic d'adrénaline et de dopamine avec le bonheur, avec l'amour. Il confond l'intensité et l'intimité. Et c'est là qu'intervient une scène si commune et si puissante. Tu es sur le point de faire quelque chose pour toi, quelque chose qui te nourrit vraiment. Tu lis un livre qui te passionne, tu prévois un week-end avec des amis, tu te lances dans un projet créatif. Tu sens une étincelle de vie revenir, une flamme qui est entièrement tienne. Et c'est précisément à ce moment-là que la pensée de lui revient avec une force décuplée. L'envie de partager ça avec lui, de lui montrer cette nouvelle version de toi, de voir son approbation sur cette nouvelle force. C'est l'ancien schéma qui panique. Il sent qu'il perd du terrain. Il voit que tu commences à trouver une source d'énergie qui ne dépend pas de lui, et il tente un coup d'état. Il essaie de détourner cette nouvelle énergie et de la rediriger vers lui. Il veut que ta nouvelle force serve encore et toujours le même but, obtenir sa validation. Regarde comme je suis forte et indépendante maintenant. Est-ce que tu m'aimes maintenant ? C'est le piège ultime. Utiliser ta nouvelle liberté pour essayer de rouvrir la porte de l'ancienne prison. Se rendre compte de ce mécanisme est douloureux. C'est comme découvrir un traître au sein de ton propre état-major. La partie de toi qui veut être libre est sabotée par une autre partie qui a trop peur de l'inconnu. Le vrai travail commence ici. Il ne s'agit plus de lutter contre lui, mais d'apprendre à naviguer ses courants intérieurs. C'est apprendre à reconnaître la voix de l'ancien schéma, à la sentir venir, à ne pas la croire sur parole. C'est un dialogue intérieur qui se met en place. La voix de la peur dit « Tu vas le perdre ». La voix de la maturité répond « Je suis en train de me retrouver ». La voix de la dépendance dit « J'ai besoin de sa réaction ». La voix de la souveraineté répond « J'ai besoin de ma paix ». La voix de la rationalisation dit « C'était peut-être une erreur ». La voix de l'intuition répond « La seule erreur était de m'abandonner si longtemps ». Ce dialogue n'est pas une bataille à gagner une fois pour toutes. C'est une pratique de chaque instant. C'est choisir, encore et encore, la voie de la maturité, même quand celle de la peur crie plus fort. C'est le lent apprentissage de la confiance en soi, une confiance qui ne vient pas du fait de ne jamais douter, mais de la capacité à continuer d'avancer malgré le doute. Comment nommerais-tu ce premier pas que tu fais pour toi, même s'il est minuscule et que personne ne le voit ? Le nommer, même en silence, lui donne une réalité. Le point de bascule n'est pas le jour où tu cesses de penser à lui. C'est le jour où sa pensée ne te fait plus dévier de ta route. C'est le jour où tu peux ressentir la piqûre de la nostalgie ou du manque, mais où cette sensation ne dicte plus tes actions. Tu la laisses te traverser, comme un nuage dans le ciel de ta conscience, sans t'y accrocher, sans en faire une histoire sur ton échec ou sa toute-puissance. La liberté n'est pas l'absence de sentiments, c'est la fin de leur tyrannie. Et puis, le test arrive, inévitablement.
L'univers, ou plutôt ta propre psyché, a besoin de vérifier si ce nouveau positionnement est solide, ou si ce n'était qu'une posture intellectuelle. L'ancien schéma, sentant que tu lui échappes pour de bon, va jouer sa carte maîtresse. Souvent, en utilisant l'aide involontaire de l'objet de ta projection, lui. Après des semaines ou des mois de silence, où tu as lutté pour reconstruire ton centre, pour respirer avec tes propres poumons, son prénom apparaît sur l'écran de ton téléphone. Ce n'est pas un long paragraphe, c'est rarement une déclaration. C'est presque toujours quelque chose de court, de neutre, de déconcertant. Ça va ? J'ai pensé à toi. Ou juste une réponse à une de tes stories, un simple emoji. Ou il regarde toutes tes publications d'un coup, après des semaines d'ignorance. C'est une miette, mais pour le système nerveux qui a été affamé si longtemps, une miette ressemble à un festin. La réaction de ton corps est immédiate et hors de ton contrôle. C'est une décharge électrique. Le cœur s'emballe, le sang afflue à tes joues, tes mains deviennent moites. C'est la mémoire du corps qui se réveille. Le chasseur de validation est de retour. Et l'ancien schéma, la voix de l'animus négatif, se lance dans une interprétation frénétique. C'est un torrent de pensées qui te submerge. Il a enfin compris. Mon silence a fonctionné. Il regrette. Il m'aime, il n'a juste jamais su comment le dire. C'est le signe que je ne devais pas abandonner. C'est ma chance de tout réparer, de lui montrer la nouvelle moi, de finalement obtenir la reconnaissance que je mérite. Toute la structure du tribunal intérieur que tu avais commencé à démanteler se reconstruit en quelques secondes. Le juge est de retour sur son siège et il te promet que cette fois, le verdict sera en ta faveur. Il suffit juste de bien jouer tes cartes. C'est le moment le plus dangereux de tout le processus. Parce que tout en toi crie de sauter sur l'occasion, de répondre immédiatement, d'être spirituelle, d'être chaleureuse mais pas trop, de montrer que tu vas bien mais que la porte n'est pas fermée, de recommencer la performance. Mais c'est ici que le travail que tu as fait porte ses fruits. Au milieu de ce chaos intérieur, une nouvelle voix émerge. Elle est beaucoup plus calme. C'est la voix de la femme qui a goûté au silence de sa propre approbation. Et cette voix introduit une chose nouvelle. Une pause. Juste une pause. Tu ne te jettes pas sur le téléphone. Tu ne réponds pas dans la seconde. Tu poses le téléphone. Tu respires. Tu sens le tourbillon dans ton corps sans te laisser emporter. Tu observes le carnaval de tes pensées sans monter sur les chars. Dans cette pause, tu te poses des questions différentes. Pas « qu'est-ce qu'il veut dire ?», mais « qu'est-ce que je ressens moi ?» Est-ce de la joie ou de l'anxiété ? Est-ce de l'amour ou le soulagement d'une droguée qui aperçoit sa dose ? Est-ce de l'espoir ou la peur de retourner dans le cycle de l'attente ? Dans cette pause, la nouvelle clarté que tu as cultivée commence à analyser la situation différemment. Ce « ça va » n'est pas une déclaration d'amour, c'est une porte d'entrée. Une tentative de sa part de vérifier si l'accès à toi est toujours ouvert. Il ne revient pas nécessairement vers toi, la personne. Il revient peut-être simplement vers le rôle que tu jouais pour lui, son miroir, sa source de validation, son port de sécurité émotionnelle. Il a peut-être senti un manque, mais le manque de quoi ? De toi ou de la fonction que tu remplissais ? La maturité, c'est la capacité à faire la différence entre un retour de la solitude et un retour de la clarté. Entre une tentative de reprendre l'accès et un véritable pas vers la responsabilité. Et ton nouveau choix émerge de cette pause. Ce choix n'est pas forcément de l'ignorer. Ce n'est pas un jeu de pouvoir. Le no-contact comme stratégie de reconquête appartient à l'ancien monde, celui où le but est de provoquer une réaction. Ton nouveau choix est de répondre ou de ne pas répondre depuis ton centre, depuis ta vérité. Peut-être que ta réponse est un simple « ça va, merci, et toi ?» poli, mais qui ne donne aucune prise, qui n'ouvre aucune porte sur ton monde émotionnel. Peut-être que ta vérité est de ne pas répondre du tout, non pas pour le punir, mais parce que tu sais que la moindre interaction va te coûter une semaine de paix intérieure, et que ta paix est devenue non négociable.
Peut-être que ta réponse est, si tu te sens assez forte, « Je suis contente d'avoir de tes nouvelles, mais pour être honnête, je ne suis plus disponible pour ce genre de conversation intermittente. Si tu as quelque chose de clair à communiquer, je suis prête à l'entendre. Sinon, je préfère protéger mon énergie. » Quelle que soit l'action, elle est différente. Elle n'est pas motivée par la peur de le perdre, mais par l'amour de te garder. Et c'est là que l'ancien schéma tente son dernier assaut désespéré. La voix de la culpabilité. Tu es méchante. Tu es froide et calculatrice. Il a fait un pas vers toi et tu l'as rejeté. Tu es en train de devenir une personne amère. Tu as peut-être raté ta chance de bonheur par orgueil. C'est le test final de l'animus négatif. Il essaie de te faire douter de ta propre bonté, de ta propre intégrité. Et c'est là que tu dois ancrer ta nouvelle vérité. Ce n'est pas de la froideur, c'est une limite. Une limite saine est un acte d'amour, pour soi et parfois même pour l'autre, car elle met fin à une dynamique toxique. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la dignité. La dignité de ne plus accepter des miettes quand tu mérites un repas complet. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de la clarté. La clarté sur ce qui te nourrit et ce qui te draine. Passer ce test ne signifie pas que tu ne ressentiras plus jamais de doute. Mais cela signifie que tu as prouvé à toi-même que tu pouvais tenir bon au cœur de la tempête. Que ton centre de gravité est bien revenu à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu passes ce test, la nouvelle voie neuronale se renforce. L'ancien schéma perd un peu plus de son pouvoir. Le juge intérieur perd un peu plus de sa crédibilité. Lentement, tu cesses de vivre dans la réaction à ses actions et tu commences à vivre dans la création de ta propre vie. La question n'est plus « est-ce qu'il va revenir ?», mais « si je continue sur ce chemin, qui suis-je en train de devenir ?» Et la réponse à cette question commence enfin à te passionner plus que le mystère de son silence. Les jours, puis les semaines, passent après le test. Après ce moment où l'ancien schéma a tenté de te happer et où tu as tenu bon. Quelque chose a changé, non pas dans le monde extérieur, mais dans la texture même de ton existence. Le matin, ton premier geste n'est plus de saisir ton téléphone pour voir s'il y a un signe de lui. Peut-être que le réflexe est encore là, mais il est plus faible, comme l'écho d'une chanson que tu n'écoutes plus. Ton premier geste est maintenant de sentir ton propre corps, le contact des draps, la lumière qui filtre. Tu commences ta journée en toi, pas en lui. Ton corps, qui a vécu si longtemps dans un état d'alerte permanent, apprend à se détendre. Tu remarques que tes épaules sont moins hautes, que ta mâchoire est moins serrée. Tu respires plus profondément, sans même y penser. Le sommeil devient un lieu de repos, pas un champ de bataille où tu rejoues des conversations imaginaires. Ton système nerveux sort du mode survie pour entrer dans le mode vie. Il cesse de scanner l'horizon en quête d'un danger ou d'une validation. Il apprend que la sécurité ne vient pas de son approbation, mais de ta propre présence. Le silence, qui était autrefois son arme contre toi, une preuve de ton manque de valeur, change de nature. Il devient ton espace, ton sanctuaire. Un lieu où tu peux enfin entendre tes propres pensées, tes propres désirs, sans le brouhaha constant du tribunal intérieur. Tu commences à apprécier ta propre compagnie. Le calme n'est plus synonyme de solitude angoissante, mais de paix retrouvée. Tu te surprends à rire. Un rire plein qui vient du ventre, à une blague d'un ami ou à une scène de film. Et tu réalises que ça faisait longtemps que tu n'avais pas ri sans qu'une partie de toi se demande ce qu'il penserait de ton rire. La joie redevient une expérience directe, non médiatisée par son regard. Et puis, tu te regardes à nouveau dans le miroir. La scène est la même qu'au début. Ton visage est le même. Mais tout est différent. Le regard qui te juge s'est estompé. Il a été remplacé par quelque chose d'autre. De la curiosité peut-être. De la tendresse parfois.
De l'acceptation, les bons jours. C'est ton propre regard qui te revient. Tu as rapatrié le pouvoir de te voir. Tu comprends enfin que l'objectif n'a jamais été de devenir une femme qui l'admirerait enfin. L'objectif était de devenir une femme que tu respectes toi-même. Une femme qui ne négocie pas sa dignité pour une miette d'attention. Une femme dont la valeur est intrinsèque et non conditionnelle à l'approbation extérieure. L'animus, ce juge intérieur, n'a pas disparu. Mais il ne porte plus son visage. Tu as retiré la projection. Il n'est plus un tyran. Lentement, tu peux commencer à transformer cette énergie en allié. La voix qui critiquait devient une voix qui discerne. La voix qui jugeait devient une voix qui clarifie. La voix qui te rabaissait devient une voix qui te pousse à te dépasser. Mais depuis un lieu d'amour, pas de peur. Est-ce que tu penses encore à lui ? Oui, parfois. Il a été le catalyseur d'une transformation profonde, et de telles figures ne disparaissent jamais complètement de notre histoire. Mais sa pensée n'est plus une obsession qui dévore ta journée. C'est un souvenir. Parfois doux, parfois douloureux, mais c'est une image dans un album, pas une présence qui hante chaque pièce de ta maison intérieure. Tu as cessé de te chercher dans ses yeux parce que tu as commencé à te construire une maison en toi. Une maison avec des fondations solides, des murs qui te protègent et des fenêtres qui s'ouvrent sur le monde, pas seulement sur son chemin. Et si un jour il revenait, non pas avec une miette, mais avec un vrai désir de clarté, de responsabilité et de connexion. Tu ne le rencontrerais plus depuis la posture de l'accusé qui espère un acquittement. Tu le rencontrerais comme une souveraine sur son propre territoire, capable de discerner si son offre est réelle, si elle est alignée avec qui tu es devenu et si tu as encore envie de lui ouvrir la porte. La décision t'appartiendrait. Et quelle que soit cette décision, elle ne menacerait plus ton existence. Car la plus grande victoire n'est pas de le voir revenir, c'est de savoir, au plus profond de tes os, que même s'il ne revient jamais, tu es déjà entière. Tu es déjà chez toi. Si tu es prête à reprendre ton propre regard, tu peux laisser une phrase en commentaire. Non pas pour lui, mais comme un serment à toi-même, un marqueur de ce nouveau territoire. Une phrase comme « Mon regard me suffit » ou « Je suis la seule juge de ma valeur » ou simplement « Je rentre à la maison ».